Bonsoir et bienvenue dans ce 5e numéro de l'Invité Essonne. Le principe, 2 fois par mois, je reçois un élu ou une personnalité du département. Et à cette 5e un peu spéciale, invité exceptionnel, François Durovray, président Les Républicains du conseil départemental de l'Essonne. Sensation Sud-Essonne. Sensation 89.2. François Durovray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 4 mars 1971, vous avez donc 45 ans. Vous avez grandi en Essonne, c'est là d'ailleurs que commence votre engagement politique. Dès l'âge de 15 ans, en 1990, vous devenez responsable des jeunes du RPR dans le département. D'où vous est venu ce goût pour la politique ? Pas évident à dire, surtout 30 ans après. Le goût pour la chose publique, mon premier événement politique pour moi, c'est l'élection de Mitterrand en 81. Le sentiment confus que les décisions qui étaient prises n'étaient pas bonnes. Et puis un copain qui m'a amené à faire les premiers collages d'affiches. Et puis de fil en aiguille, le sentiment que c'était ma voix. Un prof d'histoire qui a beaucoup compté en 4e. Alors le début de votre carrière politique se fait auprès d'un homme, Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez été son directeur de campagne lors des municipales en 1995 à Hyères, avant d'occuper la fonction de directeur de cabinet. À l'époque, vous le voyez comme un mentor, Nicolas Dupont-Aignan ? Évidemment, on s'est rencontrés un peu par hasard. Et puis il m'a dit, voilà, je vais aller à Hyères, il y a un combat difficile. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un pour m'aider dans la campagne? Moi, je terminais mes études et je lui dis, pourquoi pas moi? Et on a fait ce petit bout de chemin pendant 6 mois de campagne. Et puis ensuite, un bout de chemin beaucoup plus long, avec un vrai partage d'expérience, des personnalités très différentes finalement, hein, et très complémentaires, parce que je crois qu'on a réussi en quelques années à faire de Hyères une ville qui a considérablement changé. Nicolas Dupont-Aignan qui a quitté ensuite l'UMP pour fonder son propre parti, Debout la France. Comment peut-on qualifier aujourd'hui le climat entre vous deux ? C'est un climat serein ? Alors, sur le front des idées, enfin sur tout point de vue, oui. Concrètement, en 2007, il a considéré que son combat pour les idées ne pouvait plus vivre au sein de l'UMP. Moi, j'ai considéré qu'au contraire, c'était, compte tenu du fonctionnement de la vie politique française, que c'était au sein de cette famille politique que devait se poursuivre le combat pour les idées, même si nous ne partageons pas toujours toutes les mêmes idées, hein, et peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais il n'y a pas de... Au contraire, moi je trouve que sa démarche est intéressante, courageuse, hein, parce que c'est pas évident aujourd'hui dans la vie politique telle qu'elle fonctionne de continuer à se battre pour ses idées. Et ce qui est intéressant, même si les idées sont divergentes, c'est de pouvoir échanger. Votre premier mandat au niveau départemental, vous l'effectuez entre 2001 et 2008 comme conseiller général du canton d'Hyères. En 2008, vous vous présentez pour la première fois aux élections municipales à Montgeron, une courte défaite au second tour de 138 voix. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On se remet en question, on s'interroge sur ce qui n'a pas fonctionné ? Évidemment, un grand coup sur la tête, même si moi j'avais décidé d'être candidat, alors même que je savais que je pouvais perdre, hein, parce que c'était pas une ville facile, mais pourtant essentielle, et dans l'idée que je me fais de la vie politique et dans mon parcours personnel, parce que je m'étais installé à Montgeron avant même d'être élu à Hyères, donc c'était quelque chose pour moi d'important. Et puis évidemment, oui, on refait le film. Et puis en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, il s'était remis en ménage avec Carla Bruni, donc évidemment un contexte national très compliqué, et puis aussi un contexte local très compliqué. Et quand vous faites l'accumulation de tout, d'une campagne un peu difficile, vous dites, ça a manqué de peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes élu maire de Montgeron finalement en 2014, dès le premier tour. Entre-temps, vous avez également été élu conseiller régional d'Île-de-France, un mandat qui s'est terminé l'an passé. 2015, une année charnière pour vous. Vous faites votre retour au conseil général, devenu conseil départemental. En tant qu'élu dans le canton de Vigneux-sur-Seine, vous participez donc au passage de l'Essonne à droite, après 17 ans de majorité socialiste. Et après une campagne interne chez les Républicains de l'Essonne face à Georges Tron, vous devenez le 2 avril 2015 le président du conseil départemental, succédant au socialiste Jérôme Guedj. Justement, nous allons revenir, François Durovray, sur votre première année de mandat à la tête de l'Essonne et décrypter vos principales décisions. Et nous parlerons ensuite, dans l'invité, des transports dans le département, question qui vous est chère, vous qui êtes également le président de la commission offre de transport au STIF, le syndicat des transports en Île-de-France. Enfin, nous évoquerons en fin d'émission des dossiers plus spécifiques au Sud-Essonne, notamment l'arrivée prochaine du très haut débit et l'avenir du domaine de Méréville. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne.
89.2. Première partie de l'invité sur Sensation Essonne avec moi François Durovray, président Les Républicains du conseil départemental de l'Essonne. Je l'ai dit dans le sommaire, vous avez été élu à la tête de la collectivité le 2 avril 2015, il y a donc un peu plus d'un an. Quel bilan global tirez-vous de votre première année de mandat? Je le précise, il court jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021. C'est le sentiment du devoir accompli. Vous l'avez dit, moi je connaissais le département pour en avoir été l'élu entre 2001 et 2008, avec évidemment ses difficultés, mais avec aussi beaucoup d'atouts. Et en quelques années, j'ai retrouvé un département totalement différent, beaucoup plus difficile. C'est pas lié seulement à l'Essonne, un contexte social national qui est très compliqué. Et quand on sait que les conseils départementaux ont la responsabilité des politiques sociales, on s'imagine bien qu'il y a un impact très important pour cette collectivité. Mais au-delà de cette situation financière, une dégradation de l'image du département, le sentiment que le département ne servait plus à grand-chose, n'était plus présent sur les grands enjeux d'aménagement, le sud évidemment, mais aussi Saclay, le secteur d'Évry. Et au bout d'un an, le sentiment du devoir accompli, parce qu'on a pris des décisions extrêmement difficiles, on en parlera peut-être, oui, notamment sur les finances. Mais j'ai le souci de mener la majorité sur... Voilà, on a plein d'enjeux, on a un avenir commun à construire. Et le sentiment qu'on a remis l'Essonne sur de nouveaux rails, et j'estime de bons rails, sur une longue période. Voilà, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Et c'est ça qui est finalement intéressant malgré les difficultés. Alors vous avez énormément communiqué sur un sujet à votre arrivée à la tête du conseil départemental. C'est donc un département que vous avez trouvé dans une situation de faillite sans précédent, avec une dette que vous qualifiez de cachée, 108 millions d'euros de factures impayées par l'ancienne majorité, dont une grande partie sur l'aide sociale. Oui, et ça on ne le savait pas. Et personne ne le savait d'ailleurs, parce que ce qui se passait, c'est que mon prédécesseur, enfin l'équipe précédente, et il appartiendra à la justice puisque j'ai déposé plainte de savoir exactement ce qui s'est passé. Une plainte contre X, voilà, pour déterminer les responsabilités. Mais en fait, ne payez pas les factures en fin d'année, ce qui est illégal, et reporter sur l'année suivante des sommes de plus en plus importantes, de telle sorte qu'aujourd'hui il y avait une boule de neige ou une boule de facture de 108 millions d'euros qu'on a découvert et qu'on était dans l'incapacité de régler. Ces 108 millions d'euros, si on avait dû les régler d'un seul coup, il aurait fallu augmenter les impôts du département de 70%. Et vous imaginez bien que lorsque j'ai découvert cette situation l'été dernier, j'ai eu un énorme coup de massue sur la tête et je me suis dit, mais comment on va s'en sortir? Parce qu'on a des dépenses obligatoires qui augmentent chaque année de l'ordre de 5-6% sur le RSA, les handicapés, les personnes âgées. Et ça, ce sont des choix de société qui ne m'appartiennent pas de faire. Moi, j'applique les lois qui sont fixées au niveau national, mais je suis obligé de payer. Et ces dépenses obligatoires représentent 92% de mon budget. Et à côté de ça, j'ai 108 millions d'euros de factures qui n'ont pas été réglées. Et donc, on a pris des décisions courageuses qui sont jamais agréables lorsqu'on est élu. D'une part, c'est de faire des économies. Et on fait 60 millions d'euros d'économies sur et ces 60 millions d'euros d'économies représentent la moitié des dépenses sur lesquelles on a la main. Et ça sera 35 millions d'euros cette année. Ça veut dire des efforts qui sont demandés à tous les Essonniens, à tous les agents, aux associations. Mais c'est ce discours de vérité qu'on a voulu tenir. Et puis d'un autre côté, pour payer les 108 millions d'euros de factures impayées, un recours à la fiscalité. Mais on demande à nos créanciers tout simplement un petit peu de temps, parce que si tout le monde vient à la banque au même moment, la banque elle saute. Et simplement on leur a dit, on va vous régler, mais en 3, 4, 5 ans. Et donc il y a une augmentation de la fiscalité qui correspond au paiement de ces factures. Alors justement, cette augmentation de la fiscalité représente 29% sur la taxe foncière, donc c'est la part départementale sur la taxe foncière. Vous l'avez évoqué également, ce large plan d'économie qui contient des mesures drastiques et symboliques, par exemple la fin de la cantine gratuite au collège ou encore la suppression des aides pour la carte imaginaire à destination des lycéens. C'est des choix qui peuvent être interprétés comme impopulaires, mais c'est des choix inévitables. Ce sont des choix qui peuvent être interprétés comme impopulaires, évidemment, parce que lorsqu'on s'adresse aux sportifs, ils n'ont pas envie qu'on réduise les aides au sport. Quand on s'adresse aux écoles, ils n'ont pas envie qu'on supprime... voilà. Mais il y a un moment où la situation du département, la situation du pays exige des mesures courageuses. Et on le fait comment? On le fait tout simplement en pensant, évidemment, à l'avenir de notre collectivité, à ce que les efforts soient correctement partagés entre les différentes catégories. Et puis nous, on l'a fait aussi avec le souci de la responsabilité, du civisme. Vous voyez, vous citez la fin de la gratuité dans les collèges. Est-ce que franchement, c'est normal qu'en Essonne, 6 000 personnes ne paient pas la cantine dans le collège?
On était le seul département de France où la cantine était gratuite pour 6 000 personnes. Moi, j'estime que lorsqu'on est parent, la première des responsabilités, c'est aussi de s'occuper de ses enfants. Et parmi la première des obligations, c'est celle de nourrir ses enfants. Donc une participation de 70 ou 75 centimes, je ne sais plus qu'on a instauré. C'est une part d'effort, c'est pas évident, mais ça me semble légitime aujourd'hui lorsque on a une situation à redresser. C'est un budget 2016 qui a semé quelque peu la discorde dans votre camp. 3 élus de votre majorité se sont abstenus et ont voté contre la hausse de la fiscalité, ce qui leur a valu d'être exclus de la majorité départementale. Comment vous l'avez vécu ? Non, ils n'ont pas été exclus de la majorité, ils se sont exclus eux-mêmes en ne votant pas le budget. Le principe d'une majorité, ça s'observe au moment du vote du budget. Ceux qui votent pour sont dans la majorité, ceux qui ne le votent pas sont hors de la majorité. Alors, écoutez, comment je l'ai perçu ? D'abord, chacun est responsable et je n'ai aucune difficulté à ce qu'ils aient voté comme ils l'ont fait, même si, au fond, je ne sois pas très responsable et que leur motivation était différente. Georges Tron a sans doute voulu refaire le match de l'année précédente. Et c'est ce qui a motivé son vote. Mais quand on est élu et qu'on est responsable d'une collectivité aussi importante que l'Essonne, on doit mettre un peu ses considérations personnelles de côté. Dernière chose, avant de passer à la suite sur ces 1 an de mandat, vous avez dû faire face à quelques contestations sociales, notamment face aux agents du conseil départemental qui se sont mobilisés pour faire entendre leur colère. Ils protestent notamment contre la modification du temps de travail, un temps de travail qui sera aligné sur la durée légale. Il y a également eu cette manifestation de plusieurs associations contre le report du paiement sur l'aide sociale, puisque le département a échelonné ces paiements pour rembourser ses factures. Une contestation. Comment vous l'avez vécu, cette contestation ? Évidemment, lorsqu'il y a des difficultés, il y a une contestation. Et le rôle des élus, c'est pas de céder à chaque fois qu'il y a une contestation. C'est de fixer la ligne, de dire où on va et tout simplement demander aux uns aux autres de faire des efforts. Les associations, vous savez, moi je comprends que c'est pas évident, mais c'est pas ma responsabilité. C'est la dette gauge et le responsable, c'est mon prédécesseur. Maintenant, hier, je rencontrais un directeur d'association qui est venu, que je ne connaissais pas, qui est venu vers moi et qui m'a dit: je voulais vous remercier parce que depuis que vous êtes président, enfin je suis payé à l'heure. J'envoie les factures, 10 jours après je suis payé. Avant j'étais payé 6 mois après. Et ce qui le mettait en difficulté. Quant aux agents, fixés à 1607 heures, moi je leur demande aussi d'entendre que c'est la durée légale du travail. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, au contraire. On a des agents de qualité qui ont le souci du service public. Mais à côté de ça, il y a des efforts qui sont demandés. C'est normal qu'ils participent à ces efforts. Vous savez, je reçois des courriers d'Essonniens qui me disent mais comment ils ne travaillent pas 1607 heures. Alors, il y en a d'ailleurs qui font plus, mais il y en a qui font moins. Bon. Je leur demande d'entendre ce message aussi. François Durovray, il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qui fait l'objet de discussions, de discussions récemment en séance de l'Assemblée départementale. C'est la question des transports. On en parle tout de suite dans l'invité Essonne. Sensation Sud Essonne 89.2. Toujours en compagnie de François Durovray dans l'invité Essonne, président Les Républicains du conseil départemental de l'Essonne. Deuxième partie de l'émission consacrée au transport dans le département. Déjà en préambule, on peut dire que c'est l'une des questions, si ce n'est peut-être la question où doivent se porter toutes les priorités actuellement. Oui, parce que nous sommes un département de l'Île-de-France et donc comme dans toute économie développée, les besoins de déplacement sont importants. Que nous sommes sur un territoire où il y a moins d'emplois qu'il n'y a d'actifs. Donc beaucoup d'Essonniens qui sont obligés d'aller travailler dans d'autres départements par les transports publics et en Essonne par les RER. Nous sommes le seul département de Grande Couronne qui n'est desservi que par les RER, mais aussi par des voies routières. Et donc mon boulot de président de département, c'est de faire en sorte que ça aille mieux, sinon moins mal qu'aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure, vous occupez depuis peu également la présidence de la commission offre de transport au STIF, le syndicat des transports en Ile-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que dans cette grande machine qu'est le syndicat des transports d'Île-de-France qui gère la totalité des déplacements publics, c'est un budget de 9 milliards d'euros, c'est monstrueux, qui a la partie investissement, qui n'est pas de ma responsabilité, et qui a la partie offre, c'est-à-dire quel train on fait circuler sur les RER, quelles lignes de bus on crée, on transforme, avec quels arrêts, etc. C'est un chantier fabuleux, magnifique qui est devant nous, où il faut mettre des moyens. Vous savez, c'est pour ça que j'ai été contre le Pass Navigo tel qu'il a été créé.
Il fallait qu'il y ait plus de justice parce que c'est pas normal que les gens qui habitent le plus loin payent le plus cher. Et qui ont d'ailleurs souvent les temps de transport les plus longs. Mais en revanche, là, il y a eu un pass Navigo au rabais. C'est 500 millions d'euros en moins pour les caisses du STIF. Et ces 500 millions d'euros en moins, il n'y a pas de secret. C'est de l'argent qui manque pour rénover les RER. Ce sont des lignes de bus qui auraient dû être créées, qui ne sont pas créées. Et donc, il faut qu'on ait les moyens pour avoir des transports publics corrects en Ile-de-France. Vous aviez déjà été auparavant administrateur du STIF. Vous dénonciez en 2010, par exemple, le délabrement du réseau ferroviaire en Ile-de-France. La Cour des comptes a récemment confirmé ce constat alarmant des infrastructures vieillissantes, parfois de plus de 90 ans, qui peuvent parfois conduire au drame. On l'a vu avec la catastrophe de Brétigny en 2013. Ouais. Il est urgent d'agir vite. Mais oui, mais ça aussi, je pense que nos concitoyens sont capables de le comprendre. Que lorsqu'on n'a pas investi pendant des années, non seulement on a des réseaux qui sont en retard, qui ne fonctionnent pas correctement, mais on peut avoir aussi des drames comme ceux qu'on a connus à Brétigny. Le lendemain de l'accident de Brétigny, j'ai été interviewé. J'ai dit qu'évidemment, je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait cette difficulté, mais que tout le monde savait qu'à Brétigny, c'était un point de fragilité du réseau en Ile-de-France. Alors une chose qui a changé depuis ce constat alarmant, c'est le changement de majorité au Conseil régional d'Île-de-France. Depuis décembre dernier, Valérie Pécresse est la nouvelle présidente, les Républicains de l'Île-de-France, même couleur politique que vous donc, ouais. Et elle est également donc directrice du STIF. Elle a annoncé récemment présidente du STIF. Elle a annoncé récemment un large plan de rénovation du matériel roulant, 8,5 milliards d'euros. Ce sont 700 trains neufs ou rénovés d'ici à 2021. J'imagine que vous attendez beaucoup de cette annonce et que vous allez être peut-être vigilant dans les prochaines années. Et même dans les prochaines semaines, puisque les décisions doivent être prises d'ici l'été. En fait, c'est ce que nous avons décidé là récemment, c'est ce grand plan de rénovation, mais surtout de trains neufs. Pourquoi ? Et notamment pour le RERD qui dessert l'Essonne, et dans un second temps le RERC. C'est qu'on a des RER qui sont à bout de souffle parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, on est en limite de saturation. Or, il faut des nouveaux RER qui répondent à toutes les normes de confort, vidéo protégée, climatisée, etc. Avec des portes, 3 portes par rame et pas 2, pour que les gens rentrent et sortent plus vite. Et donc, on réduise le temps de parcours, mais des rames en plus qui permettent demain l'automatisation des lignes, c'est-à-dire d'augmenter la fréquence. Aujourd'hui, on le voit bien dans les zones, alors plutôt dans les zones du nord du département, on n'arrive plus à monter dans les trains. Tellement il y a de monde. Donc il faut qu'on rajoute des trains. Mais ça, c'est un chantier qui va durer 10 ans. Et donc il faut qu'on trouve des solutions en attendant pour améliorer la situation, la vie quotidienne des Essonniens. Justement, quand on regarde ce plan, on voit que les lignes du RER C et D que vous avez évoquées, qui sont sans doute peut-être celles qui ont besoin d'un sacré coup de neuf, vont passer derrière le RER A et le RER B. Voilà, des chantiers qui sont prévus pour à livraison 2020-2021. Ouais. Mais pour une raison simple, c'est tout simplement que les rames du RER A, elles ont été décidées par Nicolas Sarkozy en 2009. Et donc, elles sont déjà en fabrication. Donc, c'est pas compliqué aujourd'hui de commander quelques rames en plus et qu'elles arrivent rapidement. Les rames des RER C et D, malheureusement, il n'y a jamais eu de décision de prise. Et donc, maintenant, il faut qu'on prenne la décision. Et ensuite, il faut que les constructeurs, Alstom ou autres, imaginent le train dans le détail et lancent des chaînes de production. Et ça prend du temps. Alors renouveler le matériel roulant, c'est une priorité pour vous, mais vous n'êtes cependant pas opposé, par exemple, au Grand Paris Express. Le conseil départemental a notamment rendu lors de sa dernière séance un avis favorable sur la ligne 18. Elle doit relier dans un premier temps Versailles à l'aéroport d'Orly en passant par le plateau de Saclay. Pourquoi finalement avoir rendu cet avis favorable ? Pourquoi est-elle primordiale, cette ligne ? Parce que c'est un enjeu essentiel pour le territoire essonnien, notamment pour ce qui se passe à Saclay. 300 000 habitants et surtout la pointe de la recherche mondiale avec des enjeux qui nous dépassent totalement. Et c'est vrai qu'on ne comprendrait pas. J'étais avant-hier avec la directrice régionale d'EDF. Il y a EDF qui s'est installé avec 1000 chercheurs à Saclay. Et à Saclay, il va y avoir 20 000 stagiaires de toute l'Europe qui viennent chaque année. Comment voulez-vous qu'ils aillent d'Orly à Saclay sans la ligne 18 ? Enfin, c'est inconcevable. Donc évidemment, moi je n'oppose pas l'un à l'autre. On est dans une région où on crée 620 milliards de richesses chaque année, on consacre sur ces 620 milliards, 32 milliards chaque année au transport. C'est pas un gros mot que de dire qu'il y a besoin de mettre 1 ou 2 milliards de plus chaque année pour résoudre le principal problème de la région Île-de-France.
Enfin, un mot peut-être sur le transport routier. Plusieurs axes d'envergure traversent le département. Certains sont vieillissants, à l'image des routes nationales 7 et 20. Lors de la dernière séance du Conseil a été refondé, par exemple, le syndicat mixte d'études RN20. Quels sont les objectifs d'un tel syndicat ? L'objectif, c'est de mettre toutes les collectivités autour de la table pour faire un aménagement cohérent qui tienne compte à la fois des voies, mais aussi de ce qu'il y a au-delà des voies, et notamment l'aménagement urbain. Et ce travail a été initié il y a quelques années sur la partie le plus au nord, entre Massy et Montlhéry. Et on va être amené dans les prochaines semaines à prendre des décisions pour lancer les premiers chantiers, les premiers travaux sur ce tronçon-là. Mais à l'occasion de la refondation du syndicat auquel vous faisiez référence, j'ai souhaité qu'on prenne la totalité de la RN20. La RN20 ne s'arrête pas à Montlhéry et l'Essonne ne s'arrête pas à Montlhéry. C'est-à-dire jusqu'au sud de l'Essonne. C'est-à-dire que, et je crois que la décision a été prise sur le point d'être prise par la communauté d'agglomération des Tempes pour qu'on étudie évidemment l'aménagement de la RN20 entre Arpajon et au-delà des Tempes jusqu'aux frontières de l'Eure-et-Loire. Vous évoquez justement... Du Loiret d'ailleurs, du Loiret. Du Loiret. Vous évoquez justement la question du Sud-Essonne et forcément il y a plusieurs dossiers dont on va discuter dans cette émission sur le Sud-Essonne, des dossiers qui concernent des dossiers qui sont très nombreux pour ce territoire. On en parle après ça. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. 89.2. Dernière partie de l'invité Essonne avec François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne. Et on va refermer cette émission en parlant du Sud-Essonne. C'est la zone où émet bien sûr Sensation, un territoire dont les élus jugent qu'il a été totalement oublié, notamment par l'ancienne majorité au département. C'est le même constat que vous dressez ? Oui. Oui, très clairement, l'ancienne majorité. D'ailleurs, j'étais tout à l'heure en déplacement dans des fermes du Sud-Essonne. Le président de la Chambre interdépartementale d'agriculture me disait, et c'est pas un motif de satisfaction pour moi, que j'étais le premier président à visiter une ferme depuis le début du siècle. C'est pas normal. Et vous voyez, quand vous utilisez le terme de Sud-Essonne, je n'aime pas. Il faut parler d'Essonne. C'est l'Essonne. Et le sud de l'Essonne, ou l'Essonne du Sud, je préfère ce terme-là, fait tout autant partie de l'Essonne que l'Essonne du Nord. Alors deux dossiers que j'aimerais aborder avec vous, François Durovray. Tout d'abord, celui du très haut débit. L'Essonne du Sud donc est très en retard sur ces questions. Ouais. Pour contrer cela, vous avez lancé le syndicat mixte d'études, les syndicats mixtes ouverts, Essonne numérique. Et l'objectif, c'est de raccorder les 120 000 foyers du sud de l'Essonne à la fibre d'ici 2020. Vous avez tout dit. Voilà, c'est un enjeu fondamental. L'Essonne a un retard ahurissant. Je considère que la fibre optique, c'est aussi important aujourd'hui que l'arrivée de l'électricité au siècle dernier ou de l'eau courante, et que le fait de ne pas avoir la fibre, c'est un déclassement, parce qu'on ne peut pas avoir accès à un certain nombre de loisirs, avoir accès au monde du travail et du télétravail. Et donc la fibre optique et l'engagement que nous avons pris des 120 000 prises, c'est un chantier monumental, 120 millions d'euros qui vont être investis par le département et les collectivités pour que tous les Essonniens du Sud aient accès à la fibre optique au très haut débit comme ceux du Nord. Et avec des mesures derrière qui vont être d'application rapide. Et d'ailleurs, on souhaite qu'il y ait une action particulière en direction de ces territoires ruraux. Un exemple, simplement. On a, et c'est la responsabilité du département, une bibliothèque départementale. 300 000 ouvrages numériques. Dans les prochains mois, les Essonniens qui sont adhérents à une bibliothèque municipale, et on va commencer par le Sud, auront la faculté de télécharger gratuitement, avoir accès à toute cette bibliothèque numérique du département. Et ça, c'est un changement radical, un accès à la culture où il faut qu'on investisse dans les nouvelles technologies. On peut imaginer aussi que ce très haut débit va favoriser le télétravail, également le développement d'espaces de travail partagés. Et oui, et là aussi, c'est un enjeu. Je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup moins d'emplois qu'il y a d'actifs. Très précisément, on a 79 emplois en Essonne pour 100 actifs. Et la fibre optique, c'est un moyen de rapatrier des emplois qui sont aujourd'hui ailleurs, à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Bon. Et derrière, c'est un choix de société, de ville. C'est-à-dire que ce sont des personnes en moins sur les routes, dans les transports publics, qui sont totalement encombrés, on l'évoquait tout à l'heure. C'est la possibilité, lorsqu'on travaille à domicile, tout simplement de consommer davantage sur place, d'aller voir les commerçants, d'aller pourquoi pas chercher de temps en temps ses enfants à la sortie de l'école. Donc c'est un rapport à la ville et à la vie
qui est totalement différent, parce qu'entre nous, c'est quand même le rêve de vivre en Essonne quand on a la chance de pouvoir y travailler. Et la fibre optique doit être un des moyens d'y parvenir. C'est un projet qui est estimé à quelques 116 millions d'euros, dont un peu plus de 40 à la charge seule du département. Ça va pas être trop dur de payer en ces temps de serrage de ceinture. Oui, mais c'est un choix politique. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, l'Essonne n'a plus d'avenir, ou en tout cas les Essonniens seraient légitimes à dire qu'ils sont dans un territoire de seconde zone. C'est pas ma volonté. Au contraire, je veux que les Essonniens soient fiers de vivre sur le territoire, où qu'ils soient sur le territoire. Et donc ces 40 millions, d'abord, c'est de l'investissement, c'est une fois. Et ensuite, ce sont des choix politiques que nous assumons. Vous savez, on met de l'argent, il y a des politiques sociales qui sont nécessaires, mais avec des sommes qui sont beaucoup plus importantes sur un seul exercice budgétaire. Donc c'est de l'argent très bien placé. Quel est le calendrier établi sur ça? Je crois qu'il y a des prises prévues dès 2017. Alors nous allons dès le mois prochain nous réunir et choisir les contrats, le lancement des contrats pour choisir les entreprises qui seront chargées de fibrer, et on espère qu'au premier semestre 2017, les premières prises soient posées, et ensuite, selon un calendrier qui reste à définir pendant 4 ou 5 ans. Autre dossier qui anime l'actualité du sud de l'Essonne, c'est l'avenir du domaine de Méréville. Il est la propriété du département depuis 2000. L'entretien de ce lieu qui regorge de trésors coûte cependant très cher, 124 000 € nécessaires à son entretien. Une vente de ce patrimoine est prévue par le budget 2016 afin de faire des économies. Mais il semble, François Durovray, que votre position a un peu changé sur le sujet. Une vente, la vente, c'est plus la seule solution finalement envisagée. Alors, ma position n'a pas changé. C'est peut-être l'interprétation qui a été faite de la délibération du mois de janvier qui était erronée. La délibération du mois de janvier dit qu'il faut qu'on étudie toutes les solutions pour l'avenir de Méréville, y compris sa vente. Et je reste sur cette position. Mais j'ai voulu, par cette délibération, créer un électrochoc pour dire à tout le monde, et donc d'abord aux partenaires publics, mais aussi aux partenaires privés, on a la chance d'avoir à Méréville un joyau extraordinaire. Aujourd'hui, c'est la fierté de l'Essonne. Méréville est au Louvre au travers de l'exposition Hubert Robert. Et d'ailleurs, j'ai souhaité que les habitants de Méréville puissent s'y rendre. Et il y a une visite la semaine prochaine, je crois, offerte aux habitants de Méréville, une visite privée au Louvre. Et j'espère je sais qu'ils sont nombreux à y participer. Mais voilà, on a ce joyau-là. Le département seul ne peut pas s'en sortir. J'ai eu la chance de le visiter à plusieurs reprises. C'est extraordinaire. Et simplement, j'ai la volonté, j'espère qu'on va aboutir avec la région, avec pourquoi pas des partenaires privés, et sur la base d'un projet plus modeste, à reconvertir, améliorer Méréville, rénover les fabriques au fur et à mesure et faire du parc un lieu enchanteur comme il était sans doute du temps d'Hubert Robert. La décision finale sur le domaine d'ici l'été? Moi, je souhaite, oui, d'ici la fin de cette année. Voilà, mais il faut qu'on ait des solutions nouvelles. On va créer une nouvelle carte jeune, où on va aider les jeunes sur le permis de conduire, sur le BAFA, etc. En contrepartie d'heures données à la collectivité, à des associations, à une commune. Pourquoi on n'aurait pas des chantiers écoles dans Méréville où on s'engage à défricher, à entretenir le domaine? C'est valorisant aussi pour les jeunes Essonniens que de pouvoir entretenir un patrimoine comme celui de Méréville. Alors vous évoquiez justement cette exposition sur Hubert Robert, donc qui met en scène les œuvres de ce célèbre artiste du XVIIIe siècle qui a participé donc à l'élaboration des jardins, les célèbres jardins de Méréville. L'exposition va partir ensuite, je crois, à Washington. Oui. Donc on peut se dire qu'il y a des toiles de Méréville qui vont être exposées outre-Atlantique. Oui. Ça peut être une bonne opportunité de trouver des mécènes, peut-être. Vous avez tout dit. On a aujourd'hui, il faut qu'on change de logiciel. On n'y arrivera pas seul. Et là, je vais créer au département une mission mécénat avec une ou deux personnes chargées uniquement de chercher de l'argent à l'extérieur. On a au nord du département, à Villiers-le-Bac, un musée Fujita. Fujita, les Japonais adorent, sont capables de traverser le Pacifique, de faire le trajet entre le Japon et la France pour Fujita. On a quand même quelques entreprises japonaises en France qui pourraient participer à la rénovation de Villiers-le-Bac, du musée Fujita, et de la même manière à Méréville. Je suis persuadé qu'on pourra trouver des entreprises qui vont nous aider à restaurer ce joyau. Dernière chose, est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui se sont fait connaître à ce stade, un petit buzz sur Sensation peut-être? Non, évidemment des échanges. Moi, mon boulot à chaque fois que je vais sur le terrain, et que je vois des grands responsables économiques, je leur dis venez sur le territoire, investissez sur l'Essonne et associez-vous au travers du mécénat à des actions de cette nature. Il y a des contacts. Il est prématuré aujourd'hui d'en parler.
Sensation Sud Essonne. Sensation 89.2. C'est la fin de ce 5e numéro de l'Invité Essonne. Merci François Durovray d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle, vous êtes le président Les Républicains du Conseil départemental de l'Essonne. L'Invité, une émission à retrouver en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne fin de week-end à tous et excellente semaine sur Sensation Essonne.